Attends, reste là, toi. Aujourd'hui, je vous emmène à Marseille à la rencontre d'une incroyable équipe de recherche spécialiste des squelettes humains. La bien nommée équipe Bones, du tout aussi bien nommé laboratoire Hadès. Un laboratoire CNRS qui se trouve sur le site de l'université Aix-Marseille. Et je suis super content d'être là parce qu'il faut que je vous dise que je suis né à Mexico. Du coup, j'ai grandi entouré de squelettes humains en papier mâché, en paille ou en sucre. Et j'ai toujours senti que ces crânes rieurs et colorés avaient une histoire à me raconter. Et en vrai, même si personne n'y coupe, on est d'accord qu'ici, en Occident, la mort et en particulier les restes humains sont généralement invisibilisés, sauf quand ils se retrouvent au centre de la scène, comme dans un musée, une cour d'assises ou un site archéologique par exemple. Ici, des chercheurs venus de différentes disciplines tentent de déchiffrer des histoires contenues dans ces restes humains, qui, si elles sont parfois dures, restent toujours fascinantes. J'ai été plongé directement dans le vif du sujet en rejoignant le professeur Pascal Adalian au service de médecine légale de la faculté. Alors comment vous faites pour identifier une personne? Quels sont les différents os qui peuvent marquer l'identité? Quand on est confronté à une expertise comme celle-là, c'est de se demander si tous les ossements qu'on a devant nous sont bien humains. La deuxième étape, c'est de se demander s'il y a plusieurs individus. Après tout, on a des os qui sont séparés les uns des autres. Donc pour ça, on vérifie s'il n'y a pas des os en double. Donc une fois que cette première phase est faite, je passe à l'étape 2, qui détermine un profil biologique. Pour donner le sexe d'un individu, on regardera le bassin. Malheureusement, au moment du prélèvement, l'os coxal de ce monsieur s'est cassé. Mais sur le terrain, nous avions pu déterminer que c'était bien un homme. L'espèce humaine est une espèce très peu dimorphique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de différence entre les hommes et les femmes. Heureusement, il y a une zone qui est très dimorphique dans l'espèce humaine, c'est le bassin. Chez les femmes, il y a par exemple une différence très importante ici au niveau de ce qu'on appelle la grande échancrure sciatique. Et on voit que chez les femmes, cette échancrure est très large et très ouverte et très symétrique. Par comparaison, sur cet os masculin, cette même échancrure est plus refermée, ici, en forme de crosse, et plus étroite. Et puis, il y a une autre zone qui est très différente aussi entre les hommes et les femmes. Cette partie-là, la branche du pubis, est, chez les femmes, très allongée, très étirée, alors que chez les hommes, on a une branche supérieure du pubis qui est beaucoup plus courte et plus massive. On a la chance d'avoir des tibias, on peut les mesurer, et on a des tables statistiques qui nous permettent d'estimer la taille de l'individu. Donc on a un homme d'environ 1,65 m. Maintenant, on va se dire, parmi tous les hommes de 40 ans et d'1,65 m, qu'est-ce qu'il a de particulier pour le reconnaître? Ce squelette a des marqueurs osseux très particuliers qui vont nous permettre d'estimer une corpulence importante. C'est une pathologie que l'on retrouve sur ces vertèbres. On a sur le côté droit des vertèbres comme une coulée de bougies qui est venue les associer entre elles. Et cette pathologie-là, on sait qu'elle est fréquemment associée avec un embonpoint et parfois avec un diabète de la personne. Ici, j'ai une côte. Vous voyez cet épaississement osseux là? Ça, c'est la trace laissée par une fracture de la côte qui s'est réparée. Si l'os a eu le temps de se réparer, c'est que c'est arrivé plusieurs mois ou plusieurs années avant la mort de l'individu. Ici, on est au niveau de l'articulation de la hanche, du côté gauche. Toutes ces réactions osseuses-là, toutes ces surproductions irrégulières, remaniées, ce sont des traces d'une arthrose très importante. C'est quelqu'un qui boite? C'est quelqu'un qui boitait probablement, qui souffrait, qui se plaignait de sa hanche. De temps en temps, vous pouvez constater aussi des traumatismes qui ont pu être impliqués dans la mort de l'individu et pas retracer sa vie? Bien sûr. Une application récente a été de s'interroger sur une fracture de l'os à l'arrière du crâne. Le magistrat nous demandait si la personne était tombée toute seule ou s'il avait fallu qu'on le pousse. Donc les biomécaniciens font des modèles informatiques qui vous permettent de simuler tout ça? C'est tout à fait ça. De réussir à avoir des résultats qui sont assez robustes pour amener devant les cours. Totalement. Avec un os réel que l'on va mettre dans des conditions de pression, d'étirement, de torsion, qui sont contrôlées par des machines, on va produire un premier modèle. Puis on va pouvoir décliner ce que ça donne sur un homme très grand, très corpulent, sur un homme plus petit, plus gracile. On va pouvoir faire des centaines de simulations à la suite, informatiquement. Puis on va rendre un résultat exploitable au magistrat. Ce n'est pas une équation mathématique qui nous demande, c'est est-ce qu'il y a une volonté de casser?
On quitte le centre de Marseille pour plonger dans le passé avec Gaëlle Granier et Géraldine Carcel qui travaillent, elles, sur des squelettes beaucoup plus anciens. Alors vous êtes archéologue, du coup vous vous intéressez à des squelettes mais qui sont beaucoup plus anciens. Oui. Celui-ci, il date de quand et comment vous savez la période à laquelle il a vécu? Alors celui-ci en particulier, enfin ces deux-là, ils datent d'au moins 1600 ans puisqu'ils ont été datés du IVe siècle de notre ère. Et on le sait parce que d'une part les données archéologiques nous ont permis de le situer dans les couches qui se sont superposées au fil du temps. Et d'autre part, on a réalisé des datations sur le carbone 14 qui nous ont donné des dates très précises. Nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de savoir qui c'est d'un point de vue biologique, donc savoir si c'est un homme, si c'est une femme, l'âge qu'il pouvait avoir au moment du décès et tout ce qui va, en fait, l'affecter dans sa vie. Waouh! On est où ici, là? Ici, on est dans la partie de l'ostéothèque régionale qui est accueillie dans notre laboratoire où sont conservés tous les ossements qui sont extraits des fouilles de la région. Il y en a à peu près combien? Il y en a à peu près 10 000. Ok. On a des squelettes qui vont du néolithique jusqu'au 19e siècle. Ok. Donc c'est un peu comme une bibliothèque mais avec des ossements. On peut venir emprunter un squelette? Non, on ne peut pas les emprunter, mais on peut venir les étudier. Ok. Quel genre d'informations on peut avoir? On peut faire déjà des datations, donc avec le radiocarbone. On peut faire aussi des analyses génétiques, génomiques, sur l'ADN ancien. Et on peut aussi avoir des informations avec les isotopes, les périodes de mobilité qu'ont connues les individus dans leur vie, leur origine géographique et aussi leur alimentation, leur type d'alimentation, à quel type de ressources ils avaient accès et s'il y a des différences entre les individus au sein d'une société qui pourraient nous permettre de comprendre l'organisation de cette société. Ah, vous faites de l'observation directe, mais des fois vous avez d'autres outils pour pouvoir analyser les squelettes. C'est quoi ce que tu as dans la main là? Alors ça, c'est un scan, et pour le coup, c'est un scan lumière pulsée qui va directement en fait sur le crâne projeter de la lumière et prendre en même temps des photographies. Voilà. Et ça nous permet en fait de le sauvegarder en 3D directement, donc il va s'afficher en même temps, et en même temps d'avoir une sauvegarde à vocation patrimoniale, de ne pas détruire en fait l'objet, et en même temps de pouvoir continuer à l'utiliser, mais de manière virtuelle, de le diffuser auprès des collègues, de pouvoir en discuter directement, de pouvoir faire des mesures en fait de manière quasiment aussi précise que si on le faisait sur l'os réel. Vous travaillez dans le champ des sciences humaines et sociales, en anthropologie sociale. Alors par quel biais vous abordez cette thématique du squelette et des ossements humains? La chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est le fait que cet ossement, cet objet bizarre, qui est aussi le reste d'une personne, devient un objet scientifique, devient une preuve judiciaire, devient un objet patrimonial en même temps. Et du coup, ces usages peuvent donner effectivement lieu à des conflits, à des tensions, à des oppositions dans l'appropriation, dans la façon de considérer cet objet. On peut prendre un exemple qui est celui du génocide commis contre les Héros et les Nama par l'Allemagne en 1905 en Namibie. Et donc ces ossements, ils sont conservés par des universités allemandes encore maintenant. L'État namibien, en 2011, a fait une demande de restitution de ces objets en tant qu'État, en considérant qu'ils ne pouvaient pas être des objets de science, mais qu'ils devaient être considérés comme des biens patrimoniaux restitués à la Namibie en tant qu'État. Simultanément, les communautés Nama et Herero ont, elles, fait une demande de restitution à l'Allemagne en considérant que ces objets étaient, non pas des objets, mais des restes d'ancêtres et des restes de parents. Et que ces objets devaient être restitués non pas à la Namibie en tant qu'État, mais à ces communautés Nama et Herero qui étaient les seuls légitimes à les recevoir pour pouvoir les inhumer. Donc on voit bien qu'un même os peut être considéré par un pays comme un objet de science, par un autre pays comme un objet patrimonial, par des communautés qui font partie de ce pays comme les restes d'un défunt et presque des reliques saintes. Donc on a une situation
de conflits qui durent extrêmement longtemps et qui sont susceptibles de durer encore longtemps. Sans y penser, tous les jours, vous trimballez avec vous votre squelette. Et c'est pas très réjouissant d'imaginer qu'un jour, sans vous, il continuera son trajet sur Terre en emportant avec lui une partie de votre histoire. Avec votre patrimoine génétique, l'histoire de vos ancêtres et vos particularités, mais aussi ce que vous avez mangé ou les maladies avec lesquelles vous avez vécu. Bref, une sorte de biographie qui se sera écrite bien malgré vous. Après, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour la lire ? On va savoir.